Alors, on va partir sur les trucs un peu féministes, ça vous va? C'est un peu ce que je vous disais, genre par rapport à ma nuance que je fais entre facho et fasciste. Bah, des confus sont parfois un peu fachos, mais c'est pas pour autant qu'ils sont irrécupérables. Genre et qu'ils sont définitivement matrixés en mode il faut qu'il y ait un dictateur, quoi. Est-ce que confus, on peut être déjà de gauche ou de droite? Bah pour moi, confus, c'est déjà de base, tu tires un peu à droite quand t'es confus. Mais ça dépend. Alors VSS. VSS. Mot extrêmement utilisé et si peu compris finalement, j'ai envie de dire. Du coup, VSS, ça veut littéralement dire violence sexiste et ou sexuelle. Et ça dit ce que ça dit. Le problème, c'est que du coup, il y a plein de gens qui comprennent pas bien ce que ça veut dire. Parce que du coup, bah oui, violence, c'est très très large. C'est effectivement très très large. Genre, une insulte, ça peut être de la violence sexiste. Genre, si jamais on te traite de pute, tu vois. Et pas en mode réappropriation, en mode ouais, t'es ma pute sûre. Non, en mode genre, t'es une sale pute. Bon, bah, c'est de la violence sexuelle, tu vois. Alors moi, c'est un discours qui m'énerve autour de la VSS. C'est les gens qui me disent oui, mais ça englobe trop de trucs. Genre, en fait, VSS, genre, il y a dans le même mot, il y a genre un viol et une insulte. Donc en fait, à quoi le terme sert? D'accord. Donc à quoi le terme violence raciste sert? Parce que si jamais je te parle de violence raciste, a priori, ça va de l'insulte à buter le mec. Donc en fait ça a du sens hein, quand même. Je suis désolé de le rappeler. Hein. Clin d'œil, ça va prendre clin d'œil. Oui, le terme VSS est important. Oui, il a du sens. Et oui, on parle de la violence qui émerge du système d'exploitation dont je parlais précédemment, à savoir le patriarcat. Voilà, c'est très simple. Les VSS, au-delà de simplement être les violences sexistes et sexuelles, c'est des violences qui émergent par le sexisme, par le patriarcat. C'est des rapports hiérarchiques entre les hommes et les femmes que naissent ces violences spécifiques. Et alors oui, Nathalie, on parle aussi des violences que commettent les femmes. Voilà, je précise parce que apparemment, il y a plein de gens qui sont convaincus que Nathalie, genre, c'est une immense féministe, mais la meuf, genre, en 2025, elle était quand même pas capable de dire qu'une meuf pouvait faire des VSS. Hein. Elle s'est excusée, donc on va dire que c'est beau, mais quand même, hein. Enfin, pour une meuf qui est censée avoir une formation féministe, c'est un peu grave. Hein. Je vous ai déjà beaucoup expliqué comment même une violence sexiste faite par une femme sur une femme est quand même structurée par le patriarcat. Reprenons par exemple un exemple au hasard. Quand une meuf agresse une meuf racisée en lui mettant par exemple des baguettes entre les seins, tu vois, ben c'est une violence qui est structurée par le patriarcat en fait. Parce que justement, si t'es un peu formé normalement sur les questions d'intersectionnalité, t'es censé comprendre que genre bah, une meuf noire, c'est pas pareil qu'une meuf blanche. Et donc la violence qui va lui tomber dessus, elle est à la fois raciste et patriarcale. Et donc c'est une violence sexiste. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le terme VSS. Donc oui, c'est hyper important de parler de VSS, parce que si on arrête de parler de VSS, on arrête de parler de violence raciste. Genre, effectivement, ça englobe beaucoup de choses, mais justement, si on a genre un terme pour dire genre VSS et un terme pour dire viol, et que là est compris dans l'autre, bah c'est que c'est suffisamment précis en fait. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je vois pas le problème, genre, tu sais, genre, ok, d'accord, on a un terme qui regroupe insulte et viol, mais en fait, ça n'a pas enlevé l'existence du mot viol. Hein. On peut utiliser le mot VSS et le mot viol. En fait, les deux sont possibles. C'est fou, hein. Et c'est même pas si compliqué que ça à comprendre. À la fin, les gens s'y retrouvent quand même bien. Donc en fait, non. Il y a pas genre, oh, le terme VSS, il faudrait le remettre en question. Oh non, y a pas. Bah, vite fait, quoi, genre. Et bon, après, c'est la même team qui dit qu'il faut remettre en question le féminisme matérialiste. Bref. Alors, toujours dans les trucs un peu féministes. Qu'est-ce qu'un trigger warning? Le trigger warning, voilà, un trigger, ça veut dire quelque chose qui peut vous provoquer une réaction traumatique. Genre, par exemple, parler d'un viol. Normalement, une gauchiste, justement, un peu pipou, ferait beaucoup de trigger warning. Bon, moi j'utilise le mot viol hein, parce que je fais pas de trigger warning avant d'utiliser le mot viol. Je suis désolé, c'est trop partout dans la société, c'est trop tout le temps, c'est trop tout le temps, partout, en permanence, que je refuse d'invisibiliser le mot viol. Genre vraiment, je ne peux pas. Désolé, hein. Mais du coup, un trigger warning, à la base, c'est un moyen d'avertir les gens que tu vas parler d'un sujet
qui potentiellement peut te provoquer une réaction traumatique. C'est à peu près tout. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est-à-dire que pour moi, il y a pas de genre, faut pas. C'est pas un terme à diaboliser. C'est pas un terme c'est pas l'alpha et l'oméga du féminisme non plus, hein, genre. Mais voilà, parfois, ça peut avoir du sens d'avoir des trigger warnings en fonction de où tu es, de ce que tu racontes, et parfois moins. C'est un truc qui est utile. Mais c'est pas c'est pas notre horizon politique, quoi, de mettre des trigger warnings. C'est juste la base pour éviter de provoquer genre de la souffrance chez les gens. Et voilà, quoi. Enfin, du coup, voilà, quand vous m'entendez dire trigger warning, souvent c'est que je vais parler soit de viol, soit de suicide, soit de sujets comme ça, quoi. Mais c'est un outil, le trigger warning, c'est pas plus que ça. C'est rien de plus qu'un outil. Ensuite, qu'est-ce que veut dire cisgenre? Vous déconnez, mais ça, on me le demande pas mal, en fait, au final. Genre, le mot cisgenre, c'est pas si clair pour tout le monde. Hein. Alors que c'est juste l'inverse des trans. Voilà. Voilà, bah c'est réglé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trans, vous êtes cisgenre. Donc, CF, ma définition de trans qu'on a fait la dernière fois. Et voilà. Si vous n'êtes pas ça, vous êtes cis. Allez, définition suivante. On va avancer, hein. On va avancer. Hop, le cisgenre, c'est réglé. Adelph, qu'est-ce que c'est Adelph? Adelph, c'est l'équivalent de frère et de sœur, mais en non-binaire. Voilà. Alors moi, c'est un mot j'utilise pas trop, j'avoue. Je trouve qu'il s'intègre pas bien dans la langue. Enfin, genre, ça sonne un peu bizarre. Je préfère dire camarade. Je reconnais que moi, tu vois, si je dois parler d'une personne de façon neutre, avec laquelle, tu vois, je suis d'accord politiquement, avec laquelle je suis en lutte, c'est mes camarades. J'ai tendance à préférer camarade. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient attachés à ce terme. Genre, c'est un terme qui, à la base, vient plutôt vraiment des luttes LGBT, à proprement parler, justement, des luttes un peu queer. Pour moi, c'est un terme qui existe dans pas mal de luttes un peu libérales, hein, surtout, je vais pas mentir. Enfin, il vient pas, disons, de mon milieu politique de prédilection à la base. On est un peu à l'époque où queer c'était mettre les gens dans des petites cases, etc. et tout. Et du coup, moi, c'est pas un terme qui m'a jamais trop parlé, j'avoue. Genre, quand j'entends des gens dire liberté, égalité, adelphité, je suis un peu en mode. Si tu veux, ouais. Enfin, moi, je préfère dire fraternité, liberté, égalité. Alors, c'est mes takes d'anarchiste après, hein. Bref, voilà, Adelph, c'est juste ça. Voilà, vous m'entendez pas beaucoup le dire, mais c'est pas pour autant un terme contre lequel je vais activement lutter politiquement. Voilà, utilisez-le si vous voulez l'utiliser. Parce que, voilà, pour moi, la notion qu'il y a derrière Adelph, c'est avant tout la notion d'adelphité. Ouais, voilà. Je vais expliquer quand même pourquoi le terme est un peu important. Parce qu'en fait, derrière le concept d'adelphité, du coup, on parle pas de sororité ni de fraternité. Donc on peut parler de la solidarité spécifique, si tu vois, sans forcément rentrer dans les questions de genre. Donc quand t'es dans la communauté queer, t'as pas envie de parler de sororité quand t'es entouré de 3 non-binaires transmasques, tu vois. Ça va les mettre mal à l'aise. Et c'est normal. Du coup, on va préférer utiliser le mot adelphité. Même si, camaraderie, quoi. Enfin, voilà. Enfin, genre, moi, c'est mes camarades. Après, voilà. C'est peut-être moi qui suis un peu trop marxiste, old school, je sais pas quoi. Mais moi, j'aime bien camarade, quoi. Ou à la limite, solidarité. Et je trouve que le mot Adelph, voilà, je suis désolé. C'est un peu une critique esthétique aussi, hein. Je reconnais, quoi. Genre, je trouve le mot bizarre et pas hyper. Enfin, bref. C'est un peu ma take sur Adelph. Mais après, voilà, si vous l'aimez, foncez, hein. Enfin, utilisez-le, il n'y a aucun problème. Le terme est valide, il n'y a aucun souci, tu vois. Juste, voilà, moi, je vais dire camarade, si ça vous va. Bah, et d'autant plus que, tu vois, genre, justement, on va partir de, du coup, ce terme-là pour parler d'un autre terme intéressant qui va faire grincer des dents. Ah, vous sentez les dents qui grincent? Alors, je sais pas pourquoi, mais au bruit, je dirais que c'était des dents de chauve. On va parler des alliés. Alors, ça veut dire quoi, alliés? Comment parler des alliés sans m'énerver? Comment dire? Les alliés, en vrai, genre, c'est des personnes qui ne sont pas concernées par les questions LGBT, mais qui nous soutiennent quand même
sauf quand on est trans. Enfin, ça dépend des fois. Non, mais c'est compliqué, putain. Le problème, c'est que les alliés, c'est des traîtres, quoi. Genre, moi, je veux bien que la définition de base de alliés, ça soit des gens qui sont genre hétéros, cis, ce que tu veux, mais qui nous soutiennent quand même dans notre cause. Mais la vérité, c'est que, historiquement parlant, les alliés, c'est surtout des gens qui viennent nous péter nos luttes, qui viennent se les approprier et faire n'importe quoi avec. Hein. Genre, moi, je suis convaincu que c'est les alliés qui ont commencé à nous voler le polyamour et à faire n'importe quoi avec, de façon parfaitement libérale. J'en suis intimement convaincu. Bon, ça, c'est un autre problème. Et genre, genre, chez les alliés, il n'y a pas que des camarades. Hein. C'est-à-dire que parfois, ça peut vraiment aussi être une posture. Genre, t'as des mecs qui vont te dire, genre, ouais, moi, je suis un allié. J'adore les meufs trans. Un allié de la cause. Donc bon, voilà, les alliés, c'est-à-dire que, genre... En fait, voilà. Allié, c'est un terme qui est très connecté avec un autre terme, qui est le terme profème, dont on va parler un peu après. Voilà, je crois. Le profème, je sais plus où je l'ai mis. Genre, profème. Profème, il est là, donc on va en parler après. Mais voilà, allié, c'est ça que ça veut dire à la base. Mais voilà, la vérité, tu vois, c'est que on s'est retrouvé avec des alliés qui ont défendu des trucs de con, tu vois. Enfin, genre, en fait, n'importe qui peut se prétendre allié et genre, ça passe. C'est ça le problème, tu vois. C'est que c'est facile d'être un allié. Mais genre, est-ce que les gens qui prétendent être des alliés, sont tout le temps systématiquement du côté des minorités de genre, par exemple? Ça dépend, hein. Moi, je connais des gens, tu vois, ils prétendent être des alliés pour les personnes gays, que ce soit lesbiennes ou gays, tu vois. Par contre, dès que tu leur parles de non-binaire, ils trouvent ça bizarre. Donc bon, les alliés, parfois, c'est aussi genre... c'est à vitesse... voilà, variable, quoi. Enfin, ça dépend. Je suis quasiment sûr, tu vois, tu demandes à Sandrine Rousseau si c'est une alliée, elle va te dire que c'est une alliée, tu vois, il y a aucun problème. Hein. Par contre, c'est pas une camarade. Désolé, hein. Mais bon, c'est pas une camarade. Genre, par contre, genre, pour moi, genre, elle est sortie de ma camaraderie à partir du moment où elle a dit qu'elle était en sororité avec Marion Maréchal Le Pen. Hein. Pour moi, c'était le moment où j'étais en mode, bon, Sandrine, non. Bah, va faire ta sororité si tu veux, mais moi, je veux bien pas être dedans. Enfin, déjà, est-ce que se prétendre allié, c'est déjà pas être allié? Ah. Et pour moi, ouais, allié, le problème, c'est que c'est un terme qui a été trop trahi. Ça veut plus rien dire être un allié, tu vois. Enfin, alors c'est même un peu cringe de me dire que t'es un allié. En fait, je suis désolé, mais genre, comment ça? Enfin, genre, je suis désolé, t'es à gauche. Si t'es pas un allié, c'est bizarre. C'est plus ça, tu vois, qu'il faudrait dire. C'est qu'on devrait plutôt avoir un terme pour... Enfin, on en a d'ailleurs, on en a plusieurs. Pour parler des gens qui sont de gauche sans être pro-LGBT, ou c'est plutôt genre des espèces de merde que genre être un allié. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis, genre, je préfère avoir un camarade qu'un allié. Moi, je veux quelqu'un avec qui je lutte. Je veux pas quelqu'un qui lutte pour moi. Alors, moi, je suis désolé, mais genre, derrière le terme allié, qu'on a aujourd'hui du coup aussi chez les LGBT, parfois j'ai l'impression de réentendre l'époque un peu touche pas à mon pote, où t'as les blancs qui se positionnaient en mode non mais en fait on va être antiraciste, et au final t'as que des blancs qui font des discours et genre c'est vraiment une espèce de prise de pouvoir sur la lutte antiraciste par les blancs qui se mettent au milieu du truc. Bah les alliés parfois font ça aussi, je suis désolé, genre t'as des alliés qui finissent par prendre toute la place. Genre moi je me suis déjà retrouvé avec des alliés qui m'expliquent la transidentité, non mais par pitié quoi, genre vraiment, enfin c'est une dinguerie genre. Genre c'est voilà, la société des amis des PD, voilà, c'est ça, tu vois, genre en tout cas moi c'est un peu comme ça que je perçois le terme allié, quoi, au final. Genre un allié, c'est pas toujours quelqu'un qui a vraiment compris à proprement parler. Genre ça a fini par même devenir un terme red flag, quoi, c'est dire à quel point. Genre oui, moi quand tu t'appelles le fou allié, je trouve ça red flag. Je mets des balles à tout le monde au jeu, j'ai rien à foutre. C'est roue libre, hein. De toute façon ils hésitent pas, donc bon. Alors. Allié, du coup, bah voilà, restons dans cette même pipeline. Restons sur les chauves. Alors profème. En vrai, profème, c'est un peu plus précis que allié. On a plus de trucs à en dire. Profème, pour moi, ça a deux définitions qui sont vraiment pas les mêmes. Tu peux avoir le mec toujours blanc, cis, hétéro. Pourquoi les chauves? Parce que le fou allié. Parce que le fou allié, c'est plus un profème qu'un allié. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais oui, en fait, voilà. En fait, profème, ça part de deux définitions. Ça peut être un truc
de posture où en fait tu es un homme qui genre cherche à être féministe dans l'objectif d'avoir une posture morale un peu supérieure, tu vois, genre en mode t'es du côté des femmes quoi. Donc tu te mets en opposition avec genre les masculins et tu es en mode genre oui moi je suis le bon mec quoi. Le mec pro-féministe, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça que l'existence même du concept de pro-femme va un peu en opposition avec le concept genre men are trash, vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il y a des mecs pro-femme, dans ce cas tous les mecs etc. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le problème en fait derrière le fait d'être pro-femme et donc du coup d'être convaincu d'être un homme qui a une bonne connaissance du féminisme, c'est que tu peux toujours continuer à mansplain des meufs sur le féminisme à longueur de temps parce que toi du coup c'est bon, t'es mieux formé, donc il y a pas de problème pour faire ça. Mais ça à la limite, c'est que esthétique. Ça pourrait pas être un vrai problème. Le vrai problème fondamental derrière les pro-femmes, et là on va commencer tout doucement à rentrer dans l'autre définition de pro-femme, qui est une définition peut-être un peu plus proche de ce que c'était à l'origine, c'est qu'en fait un pro-femme, surtout là où il est dangereux, c'est que du coup c'est un mec pro-féministe, donc qui est convaincu d'être formé sur les questions féministes, et donc qui peut réussir à s'auto-convaincre qu'il n'est plus problématique, et que du coup il ne reproduit plus la violence patriarcale. Voilà, c'est un mec qui pense que par sa formation féministe personnelle, il peut, je veux dire, sortir de la dynamique d'oppression, sortir de la dynamique d'exploitation en fait, parce qu'il serait déconstruit. Sauf que le problème c'est que ça les rend dangereux, parce qu'en fait du coup parfois ils peuvent l'être sans s'en rendre compte, et quand tu leur dis, ils vont te dire que c'est pas possible, qu'ils peuvent pas être sexistes, qu'ils peuvent pas avoir exercé de la violence sexuelle, parce que ils sont trop féministes. Et du coup, tu finis par avoir des discours de cons où des gens te disent « Oui, mais je parle de féminisme à longueur de temps, on peut pas m'accuser de violence sexuelle. » Bah si, hein. Si. Mais bon, là où je voulais en venir, c'est quand même qu'à la base de la base, pro-femme, du coup, c'est plus ça que ça veut dire. Moi, à la base, à l'origine, alors peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, à l'origine, un pro-femme, c'est avant tout un prédateur. Si je reprends moi la définition que j'en avais à l'origine, pour moi, un pro-femme, c'est un mec qui t'agresse et qui ensuite utilise genre ses connaissances sur le féminisme pour te gaslight. C'est pour ça que j'ai expliqué que le truc de se sentir irréprochable, c'est un peu le pont entre les deux définitions de pro-femme, entre le pro-femme posture, on va dire, et le pro-femme, on va dire, prédateur. Parce qu'en fait, c'est pas comme s'il y avait une frontière nette entre les deux. Hein. C'est un long spectre. Mais en gros, ouais, ça va être ça, tu vois. Ça va être des mecs qui vont hyper mal se comporter avec des gens, mais qui, derrière, en fait, vont utiliser leur discours féministe pour tenter de baiser des meufs avec des cheveux bleus. Alors, fondamentalement, c'est ça un pro-femme. À la base de la base, pour moi, un pro-femme, c'est un mec qui tient des discours féministes pour tenter de baiser des féministes. C'est vraiment pour coucher avec, c'est pour accéder à leur corps. Genre, pour moi, vraiment, il y a quelques années, quand j'utilisais le mot pro-femme, c'est de ça dont je parlais. C'était pas tant des mecs qui ont une posture pro-féministe, tu vois. Et qui du coup derrière peuvent genre être plus ou moins des agresseurs, etc. Mais pour moi, c'était davantage ça que ça voulait dire pro-femme. Mais bon, écoutez, le sens des mots évolue. Aujourd'hui, pro-femme, c'est pas strictement prédateur, tu vois. Genre moi, lorsque je traite le fou allié de pro-femme, je dis pas que c'est un prédateur. C'est pas comme ça que j'utilise le mot pro-femme. Je l'utilise dans son sens plus moderne, dans le sens de la posture, quoi. Mais à la base, c'était un peu plus précis que ça, quand même, les gens. Bref. Voilà, ça va du prouveur au prédateur, quoi. Et pour rester sur le fou allié, du coup, ça vous dit on parle des TERF. Et alors là, voilà. Bon, j'avoue. Genre, j'ai tendance à un peu facilement traiter les gens de TERF. Quand même, c'est vrai, tu vois. Genre, c'est vrai que si aujourd'hui on dit que Paduring n'est plus confus, je suis obligé de reconnaître que le fou allié n'est plus TERF. Qu'est-ce que ça veut dire TERF? TERF, à la base, c'est pour Trans Exclusionary Radical Féministe. C'est un mouvement du féminisme radical, qui est un féminisme assez lesbien, où en fait, alors c'est un féminisme lesbien, mais défendu par des meufs hétéros, donc c'est un peu particulier. Mais en gros, c'est cette idée du coup qu'il y aurait genre une espèce les vagins. C'est les vagins. C'est le féminisme du vagin, en mode les lesbiennes, le vagin. Et du coup, pas les meufs trans, parce que du coup, les meufs trans, ce sont des hommes qui viendraient
s'infiltrer du coup dans les milieux lesbiens pour tenter de coucher avec. On va dire que c'est des espèces de meufs qui étaient dans un féminisme qui était déjà pas le féminisme basé à l'origine, tu vois. Enfin, c'était un peu un féminisme de poseur. C'était déjà un féminisme de poseur un peu à la base. Le rat femme, c'est vraiment du féminisme qui radicoule, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et la vérité, c'est que nous, en France, on n'en avait pas tant. En vrai, nous, nos meufs anti-trans, c'est pas tant des TERF que ça. C'est un autre mouvement de féminisme anti-trans qui est pas exactement le même si c'est vrai que par les influences du Royaume-Uni, etc., on a des TERF en France, mais c'est pas forcément le mouvement majoritaire à la base. Nous, on a plutôt eu des femmes qui ont vrillé. C'est plus des lip femmes, ouais, c'est ça, qui ont vrillé, tu vois, autour de la question trans, que à proprement parler des rat femmes. Alors, on pourrait rentrer dans c'est quoi la différence entre une fémène et une rat femme. C'est compliqué, mais en gros, les fémènes, c'est des féministes autoritaires. Les fémènes, c'est vraiment des féministes qui sont pour la mise en place de politiques pour lutter contre le sexisme, mais de l'imposer de façon autoritaire. Et ça a eu des dérives énorme, genre vraiment, enfin le mouvement féminin, peut-être un jour on fera une grosse vidéo autour, ils sont très carcéralistes, très punitivistes et tout, tu vois. Peut-être un jour on fera une vidéo sur le mouvement féminin et ses dérives, parce que pour le coup c'est vraiment intéressant, genre Alors oui, c'est un terme qui pourrait être plus bas du coup dans la liste, mais la vérité c'est que on pourrait mettre au même niveau, même si c'est un terme qu'on entend quand même beaucoup moins, on pourrait mettre SWERF un peu dans le même truc. SWERF, c'est Sex Worker Exclusionary Radical Feminist. Donc en gros, c'est des féministes qui excluent les meufs, qui excluent les prostituées, qui excluent les putes. Genre sur Twitter, ça va être Yena par exemple. C'est une meuf, tu vois, qui va il y en a pas beaucoup sur YouTube, pas tant sur YouTube. Il y en avait pas mal à la télé. Les vieilles féministes, genre les féministes un peu, voilà, les abolos. Swerf et abolo, c'est la même chose. Enfin, c'est à peu près la même chose. C'est des meufs qui, par leur lutte féministe, souvent très libérale, ont tendance à diaboliser le travail du sexe. Et alors pourquoi est-ce que je dis que c'est deux trucs qui sont souvent très liés ? Bah c'est parce que historiquement parlant, les meufs trans, c'est un peu des putes. Moi, c'est ça mon héritage en tout cas. Enfin, l'héritage de la transidentité, de fait, c'est quand même un peu la prostitution. Enfin, il y a beaucoup de meufs trans qui sont contraints de rejoindre le système de la prostitution, tu vois, et qui du coup se retrouvent dans ce truc-là, tu vois. Et en fait, c'est là que tu vois que le discours un peu complotiste des TERF rejoint le discours des SWERF. Dans le sens où on va te dire que du coup, en fait, les meufs trans sont des gens qui fétichisent et reproduisent le patriarcat. Parce que du coup, nous, on veut devenir des femmes. Donc pour eux, on est des caricatures de femmes. Donc pour eux, on n'est qu'une imitation qui est basée sur nanani nana. Donc ils vont nous dire que la raison pour laquelle on se prostitue, c'est précisément parce qu'en fait, on cherche à assouvir notre désir d'homme ou je sais pas quoi. Et donc en fait, c'est des trucs qui se connectent très bien l'un à l'autre. Putophobie, Rachel Lesberg, c'est vrai que la putophobie, on pourrait la rajouter. Mais en vrai, SWERF, la vérité, on pourrait le mettre là. Genre, on pourrait le mettre avec abolo, tu vois. Genre, on va en reparler peut-être un peu des SWERF. Là, j'en ai parlé parce qu'on parle des TERF, mais en vrai, c'est deux termes qui vont ensemble. Là, concentrons-nous sur les TERF. Les TERF, du coup, c'est vraiment... c'est aujourd'hui, on va dire que les gens qui représentent les TERF, alors qu'elles n'en sont même pas, c'est plutôt les féministes, quoi. C'est-à-dire les meufs à la Marguerite Stern, Dora Muto, etc., etc., etc. C'est, en gros, c'est des meufs qui sont anti-trans. C'est ça que ça veut dire. TERF et RADFEM. Et du coup, je vais en profiter pour caler, je pense, ici. J'ai dû oublier de le mettre, je pense, LGB. Oui, donc du coup. Qu'est-ce que... Ouais, on va passer à la suite. Donc voilà, TERF, c'est les ennemis des trans. Et alors, pourquoi est-ce que du coup, je parlais du foyer ? Parce que la vérité, tu vois, c'est que si je suis parfaitement honnête et droit dans mes bottes, aujourd'hui, le foyer n'est plus du tout TERF, même s'il est passé par une grosse phase de haine des trans. Moi, je trouve aujourd'hui qu'il y a des restes... Voilà, de transphobie. J'ai tendance à en parler parce que je trouve que ça a un peu un impact sur la façon dont ils parlent des meufs trans sur Internet. Je trouve qu'il y a des restes, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le foyer est un ennemi objectif des TERF. Voilà, donc il y a des... Enfin, parce que voilà, en fait, la vérité aussi, c'est que, du coup, lorsque les TERF, ils se trouvent des alliés qui sont dans leur camp anti-trans, lorsque tu les trahis et que tu passes dans le camp, on va dire, pro-trans, même si j'ai un peu du mal encore, elles s'en prennent à toi. Donc en vrai de vrai, GG à lui quand même, tu vois, parce qu'il se fait tracher la gueule
par des meufs trans un peu à longueur de temps parce que on trouve qu'ils parlent mal de nous, etc. et tout, blablabla, blablabla. Il essaye de rester quand même solide sur ses appuis, quoi. Mais après, enfin, ouais, non, j'en ai déjà parlé, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, j'ai quand même un mec dans mes commentaires sur ma vidéo sur le fou allié qui est venu m'expliquer que ma vidéo sur le fou allié allait nourrir les comptes TERF qui s'en prenaient au fou allié. Et la meuf trans entre lui et moi, c'est moi. Hein. C'est-à-dire que la cible des TERF, c'est pas le fou allié. Hein. A priori quand même. Hein. Enfin bref, donc vous voyez à quel point on peut quand même tomber dans des discours de retournement assez ouf parfois quand même hein, autour de ces questions-là. Donc bref, genre moi, vous savez qu'il y a des gens sur Blue Sky qui disent que je suis une TERF. Hein, mais bref. Mais ils préfèrent dire pro-viol en général. Alors, bon bah du coup on a parlé de TERF, on a parlé un peu de SWERF, même si on en reparlera plus tard. Parlons de qu'est-ce que ça veut dire TDS. Voilà. Darbo c'est plus bas. TDS c'est pour travailleuse du sexe. C'est une autre façon de dire pute. Mais la vérité c'est que le terme pute il est défendu par les putes. Qui sont en mode en fait c'est juste un mot et c'est le nôtre et moi j'en connais beaucoup hein, pour le coup mais j'ai jamais entendu une travailleuse du sexe me dire que le terme pute était un problème en fait pour elle tu vois genre au contraire elle est plutôt en mode c'est bien plutôt de se le réapproprier en fait le terme donc c'est un peu comme gros quoi genre au final pute bah on a tendance à un peu genre vouloir le récupérer quoi. Donc voilà, bravo les putes, félicitations à mes putes et surtout force à elles parce que c'est parmi les travailleurs les plus précaires du pays. C'est parmi les travailleurs, les travailleuses les plus dans la merde. Genre, si vous voyez le graphe de pas du ring, là justement le graphe qui montre de gauche à droite, c'est de gauche à droite, c'est à quel point vous avez vous vivez plus de votre travail ou de votre capital, et de bas en haut, c'est à quel point vous vous faites exploiter en gros, enfin à quel point vous êtes sur l'échelle de la domination, on va dire en termes de commander. Les TDS sont tout en bas, tout à gauche du coup. Elles sont là les TDS. C'est quasiment le plus tout dans le truc nul à chier quoi. Tu minimises tous les rapports d'exploitation et tes TDS hein, basiquement. C'est un peu ça tu vois. Genre. Et puis oui, dédicace aussi à tous les gens dans le chat qui sont TDS. Je sais que j'ai plein de TDS qui me regardent. Et force à vous, et force dans vos luttes aussi, on est ensemble. Encore une fois, pour moi, la lutte trans et la lutte de travailleuse du sexe, c'est difficile de les distinguer. Hein. Alors, continuons dans les définitions autour du féminisme. On va parler de gaslight. Alors, gaslight, qu'est-ce que ça veut dire Le gaslight, on va dire que, en fait, alors à la base, on va revenir sur l'origine. À la toute origine, le gaslight, c'est une stratégie de manipulation qui a pour objectif de te faire croire que tu es fou. Genre, c'est par exemple, et c'est des vrais trucs qui ont vraiment existé, tu vois. C'est des mecs qui vont te dire des trucs hyper incohérents pour te faire douter de ta perception de la réalité pour pouvoir abuser de toi. Donc c'est ça que ça veut dire gaslight. Concrètement, à la base de la base. C'est vraiment une stratégie de manipulation qui a pour objectif de te dire que tu es fou. Ou que, genre, t'as perdu la raison, etc., etc. Et comme beaucoup de mots dont on parle dans ce truc-là, ça a pris un autre sens hein, avec le temps. Voilà. Aujourd'hui, se faire gaslight, ça veut dire, en gros, tu t'es fait avoir, quoi. Genre, soit t'es tombé dans une illusion, et tu t'es fait manipuler, quoi. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, à l'origine, ça avait un truc un peu précis. C'était une méthode de manipulation un peu, bien précise. Aujourd'hui, tu te fais gaslight, on dit que tu t'es fait enfumer, quoi. Genre moi par exemple, je l'ai utilisé pour parler de l'affaire par rapport à Zawa Prod en expliquant que moi je considère avoir été en partie gaslight au cours de cette histoire, tu vois. Donc Genjutsu irréel, ouais, c'est un peu ça. Genre c'était un peu aveuglé. Quand t'es gaslight, t'es un peu aveuglé. Voilà, c'est exactement ça. C'est une bonne image pour parler de ça. Tu t'es fait avoir. C'est ça que ça veut dire gaslight. Je sais pas si j'ai besoin de donner une définition beaucoup plus précise que ça, quoi. C'est vraiment juste de l'argot. À la base, c'était précis, maintenant c'est de l'argot. Genre à la base, c'est vraiment un truc de te faire passer pour une folle, puis c'est devenu, on t'a manipulé, aveuglé, etc. Ça a pris un sens un peu large. Ça a pris un sens vraiment large. Donc voilà, gaslight, c'est un peu ce terme qui a pris un sens beaucoup plus large. Un peu comme plein d'autres trucs, quoi. Revenons un peu dans les délires un peu LGBT. On va parler du coup un petit peu d'aromantisme. Moi, j'ai décidé de finir la droite de ce chapitre. La langue évolue, oui, acceptons-le hein, d'ailleurs.
Moi, après, je veux bien que du coup, on ait un mot quand même précis pour dire le moment où le mec te fait passer pour te fait croire à toi-même que t'es une folle. Parce que c'est pas pareil encore de faire croire à tout le monde que ton ex est folle. Ça, c'est juste la base. Quand t'es un mec un peu miso, quoi. Un peu misogyne, bon bah, tu vas dire que ton ex était folle, quoi. Et c'est pas ça un gaslight. Le gaslight, c'est faire croire à la meuf elle-même qu'elle est folle à la base. Bref, aromantisme. Que veut dire l'aromantisme dans cette société? Eh ben, ça n'a rien à voir avec la sexualité, voilà. On se le dise. Autant, tu vois, quand je parle d'homosexualité et que je parle de ces sujets-là, moi, je vous dis, il faut sortir la question sexuelle. On n'est pas dans des questions de sexualité, on est dans des questions de relations. Pour moi, la lutte homo, la lutte gay, c'est pas une lutte homosexuelle. La lutte gay, c'est une lutte pour les droits, c'est une lutte pour qu'on puisse exister en tant que relation publique. C'est par exemple, genre, le mariage pour tous n'a rien à voir avec la sexualité. On pourrait tout à fait avoir deux mecs qui sont amoureux, mais qui sont asexuels, qui ne couchent pas ensemble, qui ont envie de se marier. Ça c'est possible, en fait. Donc, en fait, voilà. Pour moi, quand on parle vraiment de la question à proprement parler sexuelle, genre, il y a d'autres termes, du coup, qui sont plus adaptés à ça. En l'occurrence, du coup, quand on parle, du rapport plutôt asexuel, le terme asexuel est très bien choisi. Et, en fait, il faut différencier sexe et sentiment. Je dirais même plus précisément, il faut différencier l'acte sexuel et ce qui t'attire dans l'acte sexuel de tes relations. En fait, ce qui est vraiment comprendre, c'est que c'est pas une question de sentiment, c'est une question de relation. C'est une question de ta place dans l'ordre social, de ta place au sein de la société, de comment t'existes aussi dans cette organisation-là, etc. et tout, tu vois. Et bah, dans cette organisation-là, t'as envie de relationner, tu vois, avec des personnes. T'as pas envie de coucher avec. Genre, moi, quand je vois quelqu'un et que j'ai un crush avec, mon premier, bon, même s'il y a des gens vraiment très beaux, tu vois, je me dis pas genre, c'est pas pareil quand je veux coucher avec quelqu'un que quand je veux relationner avec. Ça n'a rien à voir. Et tu peux aussi genre relationner sans sentiment. C'est pour ça qu'il existe des couples aromantiques. Et alors c'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué parce que du coup l'aromantisme, qu'est-ce que c'est? L'aromantisme, il y a plusieurs définitions comme d'hab. Tu peux juste définir l'aromantisme de façon un peu libérale et de façon un peu gaze en disant c'est juste les personnes qui ne ressentent pas de sentiments amoureux. Alors pareil, ça peut être de naissance, comme ça peut être construit par des traumatismes et des trucs du style. Donc c'est pas non plus genre un truc essentialisant de genre tu nais aromantique ou tu n'es pas aromantique, c'est plus compliqué que ça. Mais alors surtout pour moi, l'aromantisme, c'est surtout la remise en question du couple. Du couple hétéronormatif. C'est beaucoup plus ça, l'aromantisme en tant que angle politique pour moi. C'est-à-dire que l'aromantisme, c'est pas juste une question de aider des minorités, tu vois. Genre, in fine, ça va les aider, ces minorités qui sont aromantiques, mais c'est plus pour aider l'ensemble de la société à sortir de son cadre gaze qui consiste à dire que tout le monde doit être en couple à partir de à peu près tes 20 ans, que ce couple doit durer jusqu'à à peu près tes 50 ans, après t'as le droit de divorcer en général, ou tes 40 ans, quoi. Qu'il faut avoir absolument des enfants, que cette cellule familiale doit être une cellule indépendante et isolée du reste de la société. En fait, c'est ça que tu remets en question quand tu parles d'aromantisme, la vérité. Tu remets en question la façon dont on relationne et le schéma relationnel majoritaire qui est dans la société. Et c'est pour ça que, pour moi, l'aromantisme, c'est un truc qu'on peut élargir, qui peut concerner aussi des personnes qui ne sont pas aromantiques, dans le sens qui ne vivent pas, genre, de sentiments romantiques. Moi, par exemple, je suis en couple aromantique avec Lou. C'est-à-dire qu'avec Lou, on a vraiment une dynamique de couple, dans le sens où il y a vraiment une entité Diane et Lou, tu vois. Genre, les gens, quand ils en invitent un, ils savent qu'ils invitent l'autre. On va habiter ensemble pendant super longtemps. Et c'est ce que je dis souvent, je pense que si je devais adopter un gamin, je vois pas avec qui d'autre que Lou j'adopterais l'enfant, tu vois. Vraiment pas. Enfin, on a vraiment une relation qui a tout d'un couple. Genre, on partage nos revenus, on habite au même endroit, on vit dans un espèce de commun. Donc on est une relation de couple qui dépasse largement le simple cadre d'une relation d'amitié. Au sein de cette relation de couple, il y a Lou qui est aromantique, et du coup qui ressent pas de sentiments romantiques, ou qui en ressent, on va dire, de façon plus diffuse. Et il y a moi, qui suis une énorme romantique sa mère. Moi, je suis très très romantique.
Moi, je suis quelqu'un qui, genre, quand je tombe amoureuse, je suis très amoureuse. J'ai des fourmis dans le ventre, j'ai le cœur qui se serre, je ressens une fascination infinie pour la personne. Enfin, tous les sentiments. Je suis une vraie loveuse. Je suis une vraie loveuse. Par contre, moi, la vérité, c'est que je trouve que le couple romantique, dans la façon dont il est proposé par la société actuellement, détruit l'amour. Enfin, genre, je trouve que la façon dont on structure le couple aujourd'hui dans la société actuelle, avec les attentes que ça génère et avec la structure que ça fait, ça a plutôt tendance à tuer les sentiments qu'à les renforcer. Et donc du coup, en fait, bah, même si je suis une énorme romantique, j'ai pas spécialement envie de me retrouver en couple romantique. Ça m'intéresse pas tant. Je préfère avoir ma relation de couple à romantique, qui est ma relation, on va dire, stable, long terme, avec des projets, avec des trucs de fou, où j'ai une confiance infinie, ou tous ces trucs-là, tu vois. Et à côté de vivre mes relations romantiques, sans avoir du coup cette espèce d'épée de Damoclès il faut finir absolument par vivre ensemble. Il faut finir par adopter, j'allais dire, par avoir un enfant, pas forcément adopter, mais par avoir un enfant. Il faut finir par ceci, cela, etc. Surtout que bon, enfin, je suis désolé, mais le modèle fonctionne pas en plus. Enfin, genre, si on regarde le modèle romantique à proprement parler, déjà, ça date d'hier. La vérité, c'est que c'est un truc assez nouveau en fait. La vision qu'on a de la vie pavillonnaire, machin, où t'as une maison dans laquelle il y a une famille et que cette famille se structure autour de la famille nucléaire, quoi, c'est assez récent. C'est pas quelque chose qui a toujours eu cours tout au long de l'histoire. Ça fait moins de 2 siècles, hein, les gens. On est quand même sur un truc vraiment assez court, quoi. Genre, le romantisme, c'est la Renaissance. Bah, ça date un peu de cette époque-là, tu vois. Enfin, de ce que j'ai compris, le romantisme, c'est plutôt un mouvement en réaction à la Renaissance. Mais bref. Aussi, c'est très porté par la religion monothéiste. C'est très porté par beaucoup de religions, hein, pas que les religions monothéistes. Hein. En règle générale, ça, c'est tous les trucs aussi à base de complémentarité des genres, nanani, nanana, je sais pas quoi. Mais oui, donc du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, je me suis un peu perdu. C'est très porté par le coût de la vie. Mais en fait, justement, oui, ce que je voulais dire, c'est vrai. Le modèle du coup romantique de couple, machin, etc. Moi, je trouve qu'en plus de ça, on peut le dire, hein, le modèle famille nucléaire patriarcale est un naufrage. Mais absolu, quoi. Genre, enfin... Combien de parents divorcés? Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus de 50%. Genre, on est largement à plus de la moitié des gens qui se sont mariés, qui ont divorcé. Attendez, c'est quoi le taux de divorce en France? Littéralement, le mariage, c'est l'institution romantique par définition, quoi. C'est vraiment ça. Le mariage, c'est basé sur genre le code pénal, qui est un moyen d'écrire dans la loi tout le système romantique de la société, hein. Alors, on est à... Non, arrête. Plus de... 45% des mariages qui se finissent en divorce. Genre, c'est pas négligeable du tout, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être que... Le mariage, c'est plus un contrat légal qu'un truc romantique. Non, le mariage, c'est... Justement, c'est l'incarnation légale de la vision romantique de la société. Et c'est pour ça que je vous dis que la question d'aromantisme, c'est une question qui est matérialiste. On parle de conditions matérielles d'existence. Genre, littéralement. Hein. Genre, par exemple, le fait que d'être en couple, ça coûte beaucoup moins cher de vivre. Je sais plus c'est quoi les chiffres, mais à Paris, vivre célibataire par rapport à vivre en couple, ça te coûte genre beaucoup plus cher, c'est genre 2-3 fois plus cher. C'est une immense dinguerie. Donc en fait, la société est construite autour du couple. La société est vraiment genre structurée autour de ça. Et ce qui structure la société autour du couple, bah, c'est aussi des choses concrètes. Genre le code pénal, genre le mariage. Après, c'est important que le taux de divorce augmente, ça désacralise le divorce. Ouais, mais je suis d'accord. Hein. Mais c'est pour ça que... Et d'ailleurs, moi, c'est aussi pour ça que j'ai pas la même take aussi que... Vous vous rappelez la meuf qui était passée sur Blast pour parler d'aromantisme, justement? Genre, si vous prenez un peu les bourgeois libéraux, et si vous les écoutez, genre, ils vont mettre les mauvais trucs, je trouve, en face. Genre, par exemple... Du coup, si vous écoutez Laganerie, son contre-modèle, c'est l'amitié. C'est trop bizarre. Hein. Et surtout, ça marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Enfin, c'est-à-dire que, genre, c'est pas une... Il n'y a pas une structure de l'amitié dans ce pays, Enfin, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Ou tu peux avoir aussi la meuf de chez Blast, que j'aime bien, hein, au demeurant, hein, mais qui, pour moi, a pas la même vision des choses, parce que elle va plutôt te dire que son contre-modèle, c'est le célibat.
Du coup, à la base, c'est plutôt des questions qui viennent de chez, de chez les cuirs. Et nous, en fait, c'est la vie collective, hein. Le vrai contre-modèle, normalement, le contre-modèle qui est censé genre, être plébiscité par les personnes qui ont fait émerger les questions d'aromantisme dans tout ça, quoi. C'est beaucoup plus, oui, une vie collective, tu vois, où, par exemple, tu fais une colloque de 6 personnes. S'il y a 3 de ces personnes qui décident d'adopter un enfant en coparentalité choisie, bah, c'est tout le monde qui s'en occupe. Du coup, ça fait de la vie collective. Et donc, du coup, genre, c'est vraiment ça le contre-modèle. Le contre-modèle, c'est pas genre dire qu'il faudrait que tout le monde soit célibataire et que tout le monde soit seul, ou le contre-modèle, c'est pas de dire en fait il faut arrêter d'être en couple, il faut avoir que des amis. Non. Le vrai modèle, c'est genre la famille dite choisie, c'est tous les trucs qu'on a développés pendant quand même des décennies dans les milieux queer. Et du coup, c'est pour ça qu'on va beaucoup en reparler dans le futur de tout ça. J'ai pas le temps de vous faire un immense cours sur les modèles alternatifs de la famille nucléaire patriarcale. On en a plein. Mais du coup, il faudra qu'on en parle. Et c'est notamment de là que vient aussi le polia à la base. Enfin, genre vraiment, littéralement, bref, vraiment beaucoup de sujets dont on pourrait parler. Vraiment beaucoup de sujets dont on pourrait parler autour de ces questions-là. Mais polia, du coup, c'est polyamour. Je sais plus si je l'ai mis polia. J'ai mis polycule, je crois, donc c'est bon, il devrait y avoir polia. Bref, aromantisme, c'est bon. C'est réglé. J'ai fait mon petit point aromantisme. Donc voilà, moi, quand vous m'entendez parler d'aromantisme, je parle pas juste des gens qui sont en mode... Enfin, des personnes qui ressentent pas de sentiments. Moi, c'est une vraie lutte politique. Ça englobe avant tout la remise en question du modèle de la famille nucléaire pas monoparentale, patriarcale, pardon. Alors, toup. Revenons un peu sur d'autres termes. Alors, on peut parler de la lutte décoloniale. Ça peut être intéressant, du coup, d'évoquer le sujet de la lutte décoloniale. La lutte décoloniale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Écoutez, c'est une forme d'antiracisme qui est, a priori, genre un peu le dernier terme qu'on utilise pour parler des luttes antiracistes que je vais qualifier personnellement de basées. Voilà. Hein, parce qu'en fait, des luttes antiracistes qui sont pas décoloniales, il y en a. C'est l'antiracisme libéral, genre touche pas à mon pote. La question du coup derrière du concept de décolonial, c'est le fait justement de comprendre que derrière la question du racisme, tu ne peux pas l'avoir sans évoquer la question de la colonisation et donc sans avoir une lecture historique, matérialiste de la situation. Et donc parler de décolonisation. Et donc si je dis pas de bêtises, à la base, ça a commencé par... Ça a fait genre anticolonialisme, postcolonialisme, décolonialisme, si je dis pas de bêtises, dans la succession des termes. Mais c'est vraiment des luttes qui sont descendantes les unes des autres, pour le coup. Et donc, l'intérêt du coup derrière de rappeler que la lutte antiraciste ne peut pas être autre chose que décoloniale, c'est justement une façon de ramener un peu genre de l'histoire, d'expliquer que le racisme, effectivement, c'est pas juste un truc qui existe de par l'être humain, parce que l'être humain est raciste ou je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose qui a été construit par la colonisation. Et donc, pour lutter contre le racisme, il faut lutter contre ce qui reste aujourd'hui de la colonisation. C'est surtout pas les mêmes coins. Non mais oui, c'est un peu ça, je crois. Enfin, à vrai dire, moi je suis pas vraiment une experte hein, dans ces trucs-là, tu vois, genre... Vous pouvez demander à des gens qui se connaissent vachement mieux dans l'histoire des luttes. Moi, c'est pas ma spécialité. Hein. Je suis pas une meuf qui connaît par cœur l'histoire des luttes. Hein. Moi, par exemple, la France est toujours une puissance coloniale, bien sûr. Surtout qu'il y a encore aujourd'hui, même au-delà de nos territoires d'outre-mer, justement, le néocolonialisme, c'est aussi contre ça que lutte le décolonialisme, tu vois. Genre vraiment, c'est-à-dire l'idée d'expliquer que les luttes d'indépendance et l'idée d'expliquer que du coup la soi-disant décolonisation n'en était pas vraiment une, et qu'en fait on a continué à garder les États sous notre houlette à travers des trucs grâce notamment aux dettes ou à plein de trucs du style. Voilà, il y a rien qu'à voir notre relation avec l'Algérie, tu vois, ou ce qui se passe aussi, tu vois, en Haïti par exemple, et même encore aujourd'hui, nous avec Madagascar, nous avec les Comores, nous avec tous ces trucs-là, tu vois. Enfin, c'est plus des territoires d'outre-mer, pourtant c'est vraiment full néocolonialisme. Hein. Et bah en fait, c'est contre ça que va lutter la lutte décoloniale, parce que c'est évidemment à une échelle aussi plus internationale que tu es obligé de voir comment s'articule en fait le racisme, y compris le racisme qu'on a nous en France. Et donc du coup, bien expliquer aussi que tu peux pas avoir une lutte antiraciste nationale, que nationale.
C'est pas possible. Voilà. Si je devais donner un petit peu une définition de décolonial, comme du coup en tout cas moi je le comprends. Après voilà, encore une fois, les commentaires, n'hésitez pas à donner plus de précision, etc. et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Genre peut-être on fera à la toute fin, on reviendra sur tous les termes où vous avez eu des trucs à dire, quoi. Mais donc voilà, pour moi, du coup, décolonial. Et aujourd'hui, du coup, en France, les gens qui représentent ce mouvement-là, c'est le QG décolonial, c'est Parole d'honneur, c'est toute cette mouvance-là qui fait très 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 peur à l'extrême droite et à la droite et à la gauche. La gauche, on va dire PS. Ah, ils les aiment pas. Hein. Ah ouais, Ouria, elle fait peur. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ils aiment pas. Ils aiment pas. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que parfois, du coup, même quand tu veux tenter de les critiquer sur leur gauche, ils s'en prennent tellement plein la gueule tout le temps de la part de tous les camps que du coup, c'est compliqué. Moi, c'est une critique qui est importante à avoir quand même. Mais moi, désolé, hein, les gens, ma formation antiraciste, c'est en grande partie PDH. Hein. Y a aucun problème avec ça. Hein. Vraiment, pour le coup, foncez, c'est toujours très bien, PDH, y a aucun PB. Et je dis pas, soyez d'accord avec tout, justement. Moi, je vous dis, soyez critiques, hein, mais allez voir. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez comprendre des trucs que vous n'avez pas pensé. Vraiment, genre reconnaître que c'est bâtard de leur taper trop dessus quand tout le monde le fait. Oui, bon, après, quand ils ont une énorme take horrible sur la Pride, je me dois de le dire. Et oui, Ouria aussi, pareil. Genre, vous pouvez la trouver cata si vous voulez. La meuf est tellement solide. Enfin, genre, moi, je le dis et je le répète, il n'y a pas beaucoup de gens pour lesquels j'ai autant de respect politiquement en France dans les noms très connus, quoi. Genre Méluche, je le respecte, même si je suis pas d'accord avec tout. Ouria, c'est pareil un peu, tu vois. Ouria, monstre. Genre, elle est incroyable. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Genre, déjà, comment elle parle, genre, il y a vraiment un truc, tu vois, où tu peux difficilement t'en détacher de la meuf, elle est fascinante. Ça, il y a aucun doute à avoir là-dessus. Ensuite, elle a quand même plein de takes qui sont hyper basés. C'est juste qu'elle a des faiblesses sur des sujets qui pour moi sont tout le temps des sujets un peu connexes au féminisme, mais ça c'est un autre problème. Ça enlève absolument rien au fait que Ouria, c'est en termes de lutte politique, quand tu vois tout ce qu'elle se prend, la solidité qu'elle a et la déterre et la comment dire, j'ai envie de dire la flamme qu'elle a en elle pour continuer, c'est fou en vrai. Genre moi, Ouria, encore une fois, elle a tout mon respect. Genre vraiment, elle a tout mon respect. Et c'est pour ça que j'essaye, quand je la critique, de la critiquer de la façon la plus respectueuse possible, même si parfois les gens pètent un plomb, hein, quand même, autour de cette question-là. Genre vraiment, il y a des gens, il va falloir redescendre aussi sur Ouria quand même. Hein. Genre c'est pas Jésus non plus, mais voilà, ça fait partie de ces figures politiques en France que je respecte le plus. Et c'est vraiment une incarnation du mouvement décolonial, quoi. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Alors, rien à voir. Ça veut dire on parle de boycott. Alors le boycott. Bon, normalement tout le monde voit ce que c'est quand même le boycott. Ça consiste à arrêter d'acheter quelque chose ou à arrêter de consommer quelque chose. Social trade, c'est pas un peu redondant avec SOSDEM? Bah non, tous les social trades sont pas des SOSDEM. C'est plus précis. Et en plus, c'est un terme un peu plus vieux, donc du coup, je l'ai mis plus bas parce qu'aujourd'hui, c'est quand même moins utilisé. Tous les social trades ne sont pas des SOSDEM. Donc du coup, voilà, le boycott. Du coup, moi, je vous expliquais, c'était grosso modo facile à comprendre. Tout le monde voit très bien ce que c'est le boycott. Le boycott, c'est quand t'arrêtes de consommer un truc, ou c'est quand t'arrêtes de donner du gaz à un truc, concrètement, t'arrêtes de soutenir financièrement quelque chose. Et en fait, la raison pour laquelle on a mis le boycott, alors que ça semble un peu évident, c'est que déjà, oui, ça doit être un truc qui est organisé de base, c'est une façon de lutter politiquement. En fait, on l'a surtout mis pour lutter un peu contre le terme cancel. Parce que, en fait, parfois quand tu dis cancel, t'entends boycott. Parfois quand tu dis cancel, t'entends ostracisation. Parfois quand tu dis cancel, t'entends genre harcèlement. Parfois quand t'entends cancel, t'entends encore d'autres trucs. Donc en fait, nous on a décidé qu'on allait redéfinir des termes plus précis que simplement dire cancel. Voilà. C'est trop large, ça veut plus rien dire. Donc parlons de termes un peu clairs. Voilà. Boycotter, c'est plus précis que cancel. Ostraciser quelqu'un, c'est plus précis que cancel. Et donc le boycott,
On va dire que c'est le cancel vraiment financier à proprement parler. C'est quand tu c'est quand tu tentes de couper les revenus à quelqu'un ou à quelque chose pour essayer de boycotter quoi, pour que le truc perde en puissance, perde en valeur. Donc ça peut être par exemple les boycotts organisés par BDS qui nous expliquent quelle boîte finance le plus Israël et donc du coup nous permet en gros de savoir a priori si on veut diminuer les sous de ces boîtes qui soutiennent le génocide, c'est ça qu'il faudrait arrêter d'aller acheter. C'est un boycott, quoi. Alors, à la base, c'est plutôt vu comme un truc assez libéral, parce que nous, normalement, quand on est un peu marxiste, on a plutôt tendance à vouloir jouer sur la production. Là où le boycott s'attarde davantage sur la consommation. Donc c'est une stratégie plutôt de consommation. Donc a priori, ces effets seront toujours un peu limités. C'est jamais une méthode qui pourra vraiment remettre en question un système, qui pourra vraiment... C'est pas une méthode très révolutionnaire, quoi. Mais c'est quand même une méthode qui a montré une certaine efficacité politique et qui a démontré, genre, que ça pouvait avoir un vrai impact concret sur certaines choses. Et donc, qui est à utiliser parce que, même si c'est pas notre théorie de base, c'est un truc important dans le fameux rapport de force. Voilà. Boycotter, ça peut être créer un rapport de force avec, justement, des boîtes capitalistes. Mais bon, ça reste quand même un peu une méthode de libéral à la base. C'est l'avantage d'être une des actions les plus simples à faire. Oui, c'est ça en fait aussi le gros avantage. Mais ça, c'est pour beaucoup des trucs de la consommation en fait. T'as pas à remettre en question tout un système. Ok, alors faut qu'on avance. Du coup, dog whistle. Dog whistle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire siffler pour chien. Allez, définition suivante. Ça, c'est un bourgeois, mais de petite taille. Ensuite, définition suivante. Ça, c'est les gens qui sont libres. Non, allez, j'arrête. J'arrête. Alors, dog whistle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un dog whistle, normalement, tout le monde connaît. En vrai, c'est un terme qui s'est beaucoup démocratisé. Un dog whistle, c'est quand tu vas cacher une référence à quelque chose pour que seulement une partie de l'audience puisse comprendre. Et du coup, ça permet de cacher, entre autres, des messages politiques dans un discours qui, sur le coup, a l'air relativement raisonnable, quoi. Genre, par exemple, il y a plein de dog whistles d'extrême droite. Moi, c'est ceux que je connais un peu le mieux, tu vois. T'en as beaucoup à l'extrême droite, quoi. Enfin, c'est des petits trucs, tu vois. T'as un petit logo qui, en fait, va faire une référence. Par exemple, vous voulez voir un dog whistle dont on a parlé tout à l'heure? Petit dog whistle intéressant. Frontière. Lorsque Frontière parle de la galaxie anti-France et du parti de l'étranger. Sur le coup, tu vois, tu peux te dire, c'est du vocabulaire. Sauf qu'en fait, c'est une référence à Vichy quand même. Genre, c'est vraiment la rhétorique de Vichy. Genre, de Philippe Pétain. C'est-à-dire que c'est vraiment la période la plus nazie de l'histoire de France. Et ils font directement référence à le moment où l'État français était antisémite. Et ils font ça sur la même affiche où ils disent, genre, que Méluche est antisémite. Genre, Pétain. Et ensuite, ils accusent quelqu'un d'être antisémite. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des dog whistles. Autre dog whistle particulièrement connu à l'extrême droite, c'est le 88. 88, c'est une référence à SS. Hein, d'accord? Désolé, si vous aimiez bien ce nombre, il est un peu cancel. En même temps, chez les gauchistes, on en a un peu aussi. Hein. Enfin... Genre, ouais, HH aussi, ouais. Parce que 8, ça fait 2S un peu. Hein. Tu peux avoir quoi d'autre comme dog whistle pas SS. Ah, pardon, c'est pour Adolf Hitler. Autant pour moi. Attends. Bah non, H, c'est pas Adolf. Je me suis planté dans l'origine? Ah, c'est pour Heil. Pardon. Autant pour moi. Je me suis planté dans l'origine du dog whistle. Autre dog whistle, un petit peu moins connu, mais que je trouve absolument fascinant, c'est comment ça s'appelle? L'emoji barbier. Ça là. Ça en gros, c'est un délire d'extrême droite. Ils appellent ça le saint poteau. En gros, à chaque fois qu'un jeune se fait tuer par la police, ils prient le saint poteau. Et ils font plein de vannes autour du saint poteau. Et voilà, c'est un peu leur kiff. C'est un dog whistle d'extrême droite. Voilà. Qui traîne beaucoup sur Twitter. Et lui, il est un peu violent, je trouve. Hein. Genre, typiquement, hein, pendant l'époque Naël et tout, ça y allait vraiment fort. Si jamais vous voulez avoir plus de data sur les dog whistles, je vous conseille le site
indextreme.fr. Et si vous avez la flemme de indextreme.fr, parce que genre c'est un site internet où il faut le lire, et que vous êtes d'une génération de gens qui les jeunes de nos jours, hein, franchement, vous êtes. Et en fait, s'il n'y a pas un chat et un gameplay de Subway Surfer, en fait, vous pouvez pas vous concentrer. Hein, c'est ça, les jeunes. Hein. On vous connaît. Hein. Et bah, du coup, comme je vous connais, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle 50 nuances de brun. En gros, on parle des différentes nuances de l'extrême droite et on se base du coup sur un extrême pour reconnaître un petit peu leurs différents logos et tout, etc. Donc voilà, je vous conseille cette vidéo si vous voulez avoir quelques datas sur les différents dog whistles. La vidéo a un peu vieilli, c'était ma vieille caméra et tout, genre. Nouveau proche en quelque sorte. J'avais oublié d'allumer ma télé derrière, enfin bref, c'est un peu la moi du début, j'avais 21 viewers, voilà. Voilà, c'était il y a longtemps, quoi. Enfin, il y a longtemps, c'était il y a 5 mois, quoi. Bref, du coup, c'est ça, Dog Whistle. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai donné le site internet, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui, et puis nous aussi, on a quelques Dog Whistle, en vrai, tu vois, genre, j'en ai parlé comme étant un truc d'extrême droite, mais genre, à gauche, on a quelques Dog Whistle aussi, tu vois. Moi, en fait, je le fais même pas tant en référence à Mao qu'en mode on va venir vous chercher. Pour moi, genre, derrière Red Sun in the Sky, c'est vraiment ça. C'est genre, on va venir vous chercher, genre. Oui, donc. Alors. Bon, continuons. On va faire les mots simples. J'ai envie de finir sur les trucs un peu compliqués. Neuro, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, neurodivergent, neuroatypique. Et c'est quoi le troisième? Je me souviens jamais. Il y a neurodivergent, neuroatypique. Neurotypique, oui. Enfin, zèbre, Nick. Je crois qu'il y en a un troisième. Je suis quasiment sûr qu'il y en a un troisième. Après, oui, il y a la neurodiversité. Du coup, neuro, c'est pour neuroatypie. Alors, il y a des gens qui sont très calés, qui vont vous dire que ces trois mots n'ont rien à voir. C'est quand même un peu des synonymes, hein. Je suis désolé, genre, dans les faits, tu vois, genre, dans comment c'est utilisé par les gens, dans comment ça fonctionne, etc., tu vois. Et le fait est que c'est quand même un peu pareil dans la tête des gens, même si je suis d'accord que c'est pas pareil. Dans le sens où, a priori, neuroatypie et neurodivergent, on a tendance à un peu moins les aimer parce que ça signifierait qu'il y a une façon normale de fonctionner et à côté une fonction pas normale. Et du coup, il y aurait des gens qui seraient neurotypiques et des gens qui seraient neuroatypiques et du coup, bouh. Du coup, on aura tendance à préférer le terme de neurodiversité si je dis pas de bêtises. Mais au-delà de ça, moi, j'avoue que c'est un petit peu comme ce que je vous disais sur les handicapés, quoi. Vous pouvez changer autant que vous voulez la façon dont on les appelle. Au final, on parle de qui ? On parle des fous! Voilà, on parle des gens qui ont des problèmes dans leur tête. C'est ça que ça veut dire. Enfin, parfois, je suis un peu pour revenir à la simplicité, quoi. Comme moi, je vous ai déjà dit, hein, je suis plus ou moins pour qu'on recommence à parler de folie. Et comme quoi, la folie, c'est pas un truc qui devrait être diabolisé ou à se débarrasser complètement. Mais oui, donc a priori, les pas normaux, mais personne ne l'est, c'est ça la vraie question, tu vois. C'est aussi le truc, c'est genre la neurodiversité, pour moi, c'est que genre, il n'y a pas tant de gens que ça les soi-disant neurotypiques, je veux dire, il y en a tellement peu qu'au final, est-ce qu'ils sont pas divergents par rapport à nous, tu vois, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, pour moi, ça peut potentiellement avoir vraiment des origines aussi un peu sexistes, racistes et tout, tu vois. Genre, la raison pour laquelle, par exemple, on diagnostique pas plein de gens sur des questions de neurodiversité, c'est juste parce qu'ils sont noirs. Du coup, on dit syndrome méditerranéen, hop, c'est réglé. La neuroatypie, c'est ce qui a été choisi par la communauté. La neurodivergence, c'est ce qui a été déterminé comme thème médical. Ça concerne les troubles du développement et de l'apprentissage comme l'autisme, TDAH ou les troubles 10. Donc 10, c'est pour dyspraxis, 10 orthographique, tout ça. La neurodiversité concerne tous les troubles psychiques. Merci beaucoup Murphy pour la précision. Voilà, donc en gros, si je comprends bien, neuroatypique, ça veut dire la société vous considère comme quelqu'un de différent des gens normaux. Neurodivergent, c'est un terme médical. Et la neurodiversité, c'est pour parler de tous les gens comme nous qui sont un peu fous, quoi. Donc là, en gros, c'est ça que ça veut dire. Attendez, je vous les remets en dessous. Voilà, neuroatypie, c'est la société qui vous a déterminé comme étant atypique, alors que Nick. La neurodivergence, c'est les médecins. Et la neurodiversité, c'est le plus basé, du coup, si je comprends bien. Quoi, concrètement, ça parle de tous les gens qui ont des troubles psy, qui ont une structure psy différente, ce genre de truc, quoi. Qui change juste comment on est perçu. Mais c'est pour ça que c'est un peu synonyme, la vérité. Après, tu peux trouver des cas un peu extrêmes, quoi. Genre, par exemple,
les personnes, il y a plein, moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont neurodivergents, qui ne sont pas considérés par la société comme étant neuroatypiques. Dans le sens où, si neuroatypique est défini par comment est-ce que la société te traite, et va du coup derrière te considérer, et ben en fait il y a plein de gens qui sont qui sont dans la neurodiversité et qui en fait ne sont pas considérés comme fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des nuances à avoir. Il y en a qui se voient moins, etc. Bah oui, ils ont pas été flag. Bah moi, pendant une grande partie de ma vie, genre j'étais plutôt neurotypique et pourtant dans la neurodiversité, tu vois. Parce que je masquais très très bien. Je suis une experte en masking. Donc voilà, petit point neuroatypie. Merci Murphy pour la précision et tout, c'est vraiment cool. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. On va passer tout ça en rouge. On rappelle que tout ça, c'est des définitions qui sont sociales. C'est jamais des trucs biologiques. Tout ça, c'est défini avant tout par la société, quoi. Bref, ça, c'est réglé. Il nous reste encore pas mal de gros morceaux à finir. Je vous ai gardé quelques trucs un peu croustillants pour la fin. L'autodiag. On va finir sur les trucs anti-validistes. C'est quoi l'autodiag ? C'est le fait de se diagnostiquer soi-même son trouble. Voilà, en gros, genre, on t'a pas, y avait personne te l'a imposé. Il y a personne qui t'a dit tu es ça. Genre, c'est pas un diagnostic de type genre un médecin t'a diagnostiqué un truc. C'est toi-même qui t'es diagnostiqué. Et moi, je suis plutôt pour la défense de l'autodiag, dans le sens où, en fait, le diagnostic doit perdre son statut de truc absolu. Allez voir ma dernière vidéo sur ma chaîne de VOD qui parle du diagnostic, justement. Du coup, moi, je suis pour remettre le diagnostic à sa juste place. Donc, pas qu'il en prenne trop, mais ça sert à rien non plus qu'il arrête d'exister. Allez voir les vidéos de ZA aussi, en règle générale. L'autodiag, c'est un peu le premier pas avant de demander de l'aide. Ouais, je suis d'accord. Tous les médecins le disent. Bah oui, en vrai, tu vois, genre, l'autodiag, c'est un point c'est le premier truc, tu vois, sur, justement, te poser des questions. Et alors, voilà. Résumé de la take rapide sur le diagnostic. En gros, le diagnostic, ça sert surtout à trouver des solutions. La vérité, c'est que tout le monde a des problèmes différents et d'un TDAH à un autre, les problèmes ne seront pas les mêmes. Par contre, les solutions peuvent être à peu près similaires parce qu'on a compris que c'était un peu dans les deux mêmes catégories de trucs, quoi. Et si jamais vous avez un trouble anxieux mêlé à une dépression et que ça vous est à une bipolarité et que ça vous fait avoir des symptômes de TDAH, et ben peut-être que même sans diagnostic de TDAH, on peut quand même vous soigner comme un TDAH, ça peut quand même marcher, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que ça inclut l'autodiag des parents de gosses turbo chiants qui disent que leur môme est HPI ou TDA? Non, l'autodiag, c'est toi qui te diagues toi-même. Lorsque tes parents te disent que t'es HPI, ils sont juste très cons. Voilà. Et moi, je dirais même que le HPI, c'est un diag tellement frauduleux que dans la majorité des cas où on m'a parlé de HPI, en fait, à la fin, les gens avaient des vrais troubles, genre des trucs importants, tu vois, qui avaient été mis sous le tapis. Parce que HPI. Genre, par exemple, tu te retrouves avec quelqu'un qui va t'expliquer que en fait, il est HPI et c'est pour ça qu'il a des difficultés. Parce qu'il a trop de QI. Alors qu'en fait, genre, ça se trouve, il est juste turbo-autiste. Hein. Sauf que le problème, c'est que le diag autiste va prendre 7-8 ans de plus. Parce qu'il s'est fait diag HPI. Plus ensuite, derrière, il y a les écoles spéciales HPI. Alors ça, si vous voulez faire en sorte que votre môme devienne con, c'est le top du top. Hein. Mais bref. Après, je dis pas que tous les gens qui sont passés par là sont cons, hein, bien sûr. Du coup, autodiag, c'est une façon d'avancer par rapport aux troubles. Une façon qui n'est pas institutionnelle, qui sort du cadre des institutions. Et moi, je suis pour faire sortir le soin de l'institution. Et d'ailleurs, sachez que l'autodiag n'est pas la seule forme de diag alternative, car on va également parler plus tard du pire diag. Et je sais plus où je l'ai mis, mais sachez qu'on va parler du pire diag, qui est encore un autre diagnostic, encore moins connu que l'autodiag, beaucoup moins connu que l'autodiag, et pourtant très intéressant. Et pourtant très très intéressant dans la vision du chose. Alors pour moi, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Hein. C'est deux trucs qui sont compatibles et cohérents. Hop là, vous m'écoutez. Donc l'autodiag, c'est fait. Le QI, c'est une fois... Oui, c'est surtout super raciste. Alors, toujours sur les trucs un peu faciles, NB-phobie. Vous vous rappelez quand on a parlé de non-binaire? Bah, c'est le fait de détester les non-binaires. Voilà. Entre autres. Oui, le QI, c'est raciste, c'est sexiste, hein, mais je pourrais enfin un autre jour. Alors, ça s'applique à qui, du coup? Ça s'applique à toutes les personnes qui sont considérées comme étant des non-binaires dans la société, tu vois. Mais en vrai, l'homophobie, pourquoi est-ce que c'est quand même un vrai sujet, quoi?
Bah c'est parce qu'en fait, même quand t'as des gens qui sont pro-trans, bah parfois ils sont pro-trans, mais les non-binaires ça leur parle pas quoi. Genre ils prennent que la moitié des trans. Enfin en mode bon, on va prendre les trans qui transitionnent dans le genre que j'aime bien. Et du coup, l'NBiphobie c'est très 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 large en vérité, tu vois. Genre par exemple, l'NBiphobie ça peut se baser sur justement genre chez les trans, tu vois, genre nous on connaît de l'NBiphobie, enfin genre il y a des personnes trans qui vont te dire que en fait genre les transfemmes sont les vrais trans, contrairement genre aux non binaires qui en fait seraient pas des vrais trans. C'est de l'NBiphobie, c'est de la NBiphobie, genre de baiser. Et du coup c'est basé sur quoi? Bah c'est basé sur justement la binarité. Donc en fait l'NBiphobie c'est littéralement la définition, enfin par exemple, le force femme. Non, le force femme, arrête, c'est une vanne. Genre, par exemple, moi, quand je dis que je le force femme, ribot dans la sauce, c'est pas ambiphobe, genre. Mais je peux comprendre que le force femme, ça peut être perçu comme étant de l'ambiphobie parfois, tu vois. Mais souvent, couplé au fait d'être transmed. Ouais, souvent, être ambiphobe, c'est assez proche d'être transmed. Mais transmed, on va le définir plus tard, c'est dans le niveau d'en dessous. Mais voilà, NBiphobie, en gros, à la base, ça vient surtout de la binarité du genre. Et quand t'as du mal avec la binarité du genre, et bah t'es un peu NBiphobe, quoi. Genre, quand t'es un peu matrixé par la binarité du genre, t'es un peu NBiphobe en général. Enfin, c'est un peu ça le vrai PB, quoi. Et moi, j'ai déjà entendu des takes aussi qui m'ont saoulé, hein. C'est pour ça que j'ai commencé par vous définir la non-binarité et que je vous ai dit que la non-binarité avait une existence depuis plusieurs siècles, matérielle, concrète, de gens qui sont considérés par la société comme non-binaires. Parce que le problème, c'est que parfois, avec la théorie un peu matérialiste, tu te retrouves avec des connards qui viennent t'expliquer que, en fait, non, les non-binaires n'existent pas, parce que la société patriarcale ne considérerait que des hommes et que des femmes. Comme si, tu vois, genre dans les freak shows, il n'y avait jamais eu de femmes à barbe. Comme si, genre, les lesbiennes butch avaient jamais existé. Comme si les twinks, ça n'avait jamais existé. Comme si les travestis, hein, parce qu'il n'y a pas que des trans, hein, les travestis, c'est aussi des vrais trucs, tu vois, n'existaient pas. Bref, beaucoup trop de problèmes. Et donc, c'est pour ça que je distingue quand même ce truc-là. On prend en compte les intersexes aussi? Non! L'intersexophobie, c'est un truc un peu plus spécifique. La vérité, c'est que t'as plein d'intersexes qui sont non-binaires. C'est plus là qu'ils vont vivre de l'NBiphobie, quoi. Mais l'intersexophobie et les questions intersexes sont très, très différentes des questions autour de la non-binarité. Il y a plein de personnes intersexes, cisgenres. Il y a plein de personnes intersexes, bah aussi trans, mais peut-être plus binaires. Il y en a pas mal. Femme à barbe égale femme, donc forcément genrée. Bah oui, mais c'est une femme qui est pas tout à fait une femme, tu vois. Genre, c'est un peu ce truc, quoi. La non-binarité, c'est aussi un peu ça. Enfin, genre, pour moi, il y a vraiment une dimension non-binaire dans plein d'archétypes, on va dire, queer. Simple fait d'avoir le choix homme-femme systématiquement, la NBiphobie est partout. Ah, la NBiphobie. Non, mais en fait, l'NBiphobie, il y a un tel taf. Genre, dites-vous que nous, genre, les trans, entre grosses guillemets, binaires, on a déjà ce problème de devoir faire nos changements d'identité auprès d'un tribunal et que c'est un vrai enfer pour passer d'un genre à l'autre. Dites-vous que les non-binaires, eux, ils sont condamnés à ne même pas avoir la possibilité d'être représentés. Genre, il n'y a même pas de passeport non-binaire. Donc, ils peuvent même pas avoir ça. C'est-à-dire que ça bloque direct, quoi. Ok. Qu'est-ce que un call-out, tout le monde? Qu'est-ce qu'un call-out? Le call-out, c'est à bien différencier du cancel, encore une fois. Genre, je me permets de séparer les termes de façon à ce que tout le monde comprenne, parce que cancel, parfois, bah, c'est confondu avec call-out, c'est confondu avec ostracisation, c'est confondu avec boycott, c'est confondu avec plein d'autres trucs. C'est pas ça. Genre, le call-out, c'est une dénonciation publique. C'est hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, c'est ce genre de truc, quoi. C'est le fait de mettre publiquement des affaires de violence, généralement des affaires de VSS. Vous avez suivi normalement, vous savez c'est quoi une VSS maintenant. Et donc ça se fait un peu en opposition au call-in. Genre le call-in, c'est quand tu vas parler de ce qui t'est arrivé auprès de ton cercle proche et d'essayer d'éviter de faire en sorte que ça sorte publiquement, justement. C'est le call-in, c'est plein de gens sont au courant, mais c'est pas une information public, quoi. Alors que le call-out, c'est vraiment le moment où tu pointes du doigt en disant cette personne m'a fait ça. Ça marche qu'avec des personnes exposées, du coup, pas du tout.
Genre vraiment, le call-out, c'est le truc que vous voyez le plus sur les personnes exposées. Mais la vérité, c'est que c'est hyper dangereux, un call-out. Genre, et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas très bien. Genre, par exemple, on a tendance à call-out très facilement des meufs trans sur pas grand-chose, hein. C'est quand même un peu une vérité, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de cas de militants qui call out des gens dans des milieux qui sont pas du tout des milieux de personnes exposées, tu vois, et où au final, la personne se retrouve complètement ostracisée et parfois finit par faire des conneries, quoi. Donc moi, je n'incite absolument pas au call out. Moi, je suis quelqu'un qui défend la justice transformatrice. Je suis pas en mode genre, il faut faire le call-out en première solution, première instance, dernière analyse. Le call-out, c'est l'alpha et l'oméga du féminisme. Non, le call-out, moi, je le vois beaucoup plus comme la dernière solution. Quand t'as plus le choix et que t'as besoin de recréer du rapport de force avec ton agresseur. Mais, c'est vraiment pas un truc qui se fait à la légère, les gens. C'est vraiment pas un truc qui se fait à la légère. Genre, imaginez, vous êtes une meuf trans, donc, vous êtes dans la galère financièrement, donc vous devez trouver une coloc, et vous êtes call-out dans les milieux LGBT de votre ville. Parfois pour des histoires de cons. Parfois pour des raisons vraiment bêtes, hein. C'est-à-dire que parfois ça peut être pour un câlin. Genre, une meuf trans fait un câlin à une meuf, elle est pas encore hormonée, ou parfois elle est hormonée, ou on s'en branle. En tout cas, la meuf, sans faire exprès, a une érection à ce moment-là. VSS, call-out. Et hop, la meuf trans ne peut plus exister. Genre, faut qu'elle déménage, quoi. Ou qu'elle se suicide. C'est-à-dire que le call-out, c'est surtout un outil à utiliser contre des gens qui sont au pouvoir, qui sont des gens de pouvoir. Genre, c'est vraiment pas un petit truc, quoi. Et oui, et puis d'ailleurs, important de le préciser, ça aussi, Nafta, ça peut se retourner de baiser contre la victime. Bien sûr. Faut faire très attention à ça aussi. Dans les milieux militants, ça peut devenir ultra tendu à base de call-out contre call-out. Oui, exactement. En plus, quand t'as des gens qui connaissent un peu le vocabulaire, etc., souvent ça finit en demi-double call-out inversé, tu vois, et tu finis par plus rien comprendre. Donc, vraiment à se méfier, et ça peut vraiment se retourner contre la victime parce que parfois, en fait, tu perds le contrôle de la situation. Je vous recommande encore une fois très chaleureusement le bouquin Faire justice de Elsa Dec-Marceau qui en parle en long, en large et en profondeur. Et si vous voulez plus de data sur ça, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Le poison de l'Azawa partie 3 où je reviens un peu sur tout le bouquin et sur toutes ces histoires-là et où je réexplique un peu tout en profondeur pourquoi call out, c'est tendu, mais que là, en l'occurrence, typiquement pour l'affaire Christa, bah, c'est complètement légitime. C'est déplatformer le terme que je cherchais, voilà. Cancel, ça peut vouloir dire call out, ça peut vouloir dire ostracisation, ça peut vouloir dire boycott, ça peut vouloir dire déplatformer. Voilà, si vous voulez un vrai terme parapluie qui veut un peu rien dire, gardez VSS et remettez en question cancel. J'ai que ça à dire.